Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la nouvelle saison de votre magazine, le magazine Top Presse. Concept vide de sens, politique ou pour faire plaisir aux parents, nous parlerons de la gratuité de l'enseignement que nous évaluerons et nous interrogerons. À quand son extension à Kinshasa et Lubumbashi? Depuis l'année dernière, on parle de réformes en vue de l'amélioration sur 5 ans de la qualité de l'enseignement. Enseignants impayés, cinquantenaire des examens d'État, rentrée scolaire, voici le menu de votre magazine Le Top Presse qui reçoit ce jour Maker Mwangou Famba. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Christian. Pour vous interroger, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Thierry Kambundi de Top Congo FM, Rachel Kitsita de Numérica Télévision et Mamichela de Top Congo FM. Rentrée scolaire 2016-2017. Quand la politique a comme arène l'école, que dit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté? Oui, je ne pouvais pas m'attendre à cette question, mais parallélisme de forme, j'aurais aimé que les partis politiques répondent à cette demande qui a été faite sur la rentrée scolaire en demandant ce que les enfants restent à l'école. Reste à la maison plutôt. J'ai beaucoup apprécié, j'ai suivi les commentaires, les réactions, qu'il s'agisse de nos amis de l'opposition, les amis de la majorité, ils ont réagi sur cette demande qui a été faite par un parti politique. Ils ont réagi pour dénoncer ça. Mais en tant que ministre aussi qui s'occupe de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, j'ai juste quelques petits commentaires à faire là-dessus. Je crois que l'école, qu'il s'agisse des institutions internationales ou même au niveau de la Constitution nationale, l'école est sacrée. Et l'école doit être protégée. Quand on est en conflit, ou même pas en conflit, en temps de paix ou en temps de guerre, l'école reste sacrée. Alors, quand vous adhérez à un parti politique, je crois que le parti politique, c'est une école où on va dans un parti politique pour apprendre la démocratie, la tolérance, l'échange, les débats. On va aussi dans un parti politique, surtout si on assume des responsabilités au sein de ces partis politiques, c'est pour que demain, après-demain, on puisse prendre certaines responsabilités d'État. Or, pour prendre responsabilité d'État, il y a certaines normes, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir. Et ça, il faut commencer à apprendre ça au niveau du parti politique. Nous, au niveau du ministère, dans les cas d'initiation à la nouvelle citoyenneté, nous avons pris l'option que nos collaborateurs qui s'occupent essentiellement de cette thématique puissent aborder, prendre contact avec les différents partis politiques pour leur dire que l'école doit être en marge des problèmes politiques. Les enfants vont à l'école pour apprendre. Et chez nous, le calendrier scolaire est très important. Un jour perdu, c'est un jour qu'on ne récupère pas. C'est pourquoi nous tenons à ce que nous tous, au niveau de l'opinion, au niveau de la communauté, au niveau de tous nos compatriotes, qu'on trouve à l'école un endroit, un dénominateur commun sur lequel nous tous, nous devons nous mettre d'accord pour permettre à nos enfants d'apprendre afin que demain, qu'ils jouent aussi leur rôle en tant que membres des partis politiques et qu'ils s'occupent pour eux-mêmes, mais pour l'avenir aussi de ce grand Congo. Le président de la République veut que demain, le Congo soit émergent. Le Congo ne sera pas émergent par miracle, par une baguette magique. Le Congo deviendra émergent par le travail de tous les jours, de nous tous, et un travail qu'on apprend à l'école. J'aurais aimé, par exemple, qu'on trouve que le ministère a fait tel ou tel mauvais choix, telle ou telle mauvaise réforme. Le ministère ne s'occupe pas bien de l'école, ça je peux comprendre. Et ça, on peut débattre. Et on peut expliquer ce que nous faisons au niveau du ministère, ça oui. Mais les débats ici concernent l'école. Quelles que soient nos options, quelles que soient nos opinions, l'école doit être au centre de nos préoccupations. Et je ne vois pas
comment quelqu'un jouant un rôle, un politicien quelconque, cherchant à devenir demain un homme d'État, peut demander vraiment qu'on supprime l'école. Parce que demander à ce que l'école soit fermée pendant un jour, c'est comme si on cherchait aussi la suppression de cette école. Et je ne vois pas quelqu'un en train de demander la suppression de l'école. Paulette Kimuntu. Monsieur Makamangou, la gratuité est-elle réellement effective? Et moi, j'aimerais bien qu'on explique les concepts, parce qu'en RDC, nous sommes champions des concepts. La gratuité. À une maman lambda, quand on lui dit que l'école est gratuite, ça veut dire quoi? Qu'elle ne paye pas le minerval? Elle se lève le matin, elle envoie son enfant à l'école, c'est seulement l'école primaire. Expliquer dans un français facile la gratuité de l'école, à cette maman-là. Oui, merci beaucoup, madame. C'est possible qu'on pense qu'au Congo, on aime bien les concepts. Je ne pense pas que nous, au niveau du ministère, quand nous donnons des concepts, nous savons les contenus et nous faisons tout pour que ces contenus soient connus de la population. Et ça fait 5 ans ou 6 ans même qu'on parle de la gratuité. Et elle est effective. Généralement, nous décrions ça souvent au niveau du ministère. Beaucoup de gens voient les problèmes de la gratuité avec les yeux de Kinshasa, avec les yeux de Lubumbashi. Nous avons dit qu'à Kinshasa et à Lubumbashi, il n'y a pas de gratuité. Et nous, avant d'arriver à la gratuité, comme à l'introduction, j'ai suivi bien Christian quand il dit que c'est un concept vide ou politique. Non, le concept de la gratuité n'est pas un concept vide, ce n'est pas un concept politique. Le président de la République nous a demandé de faire une étude pour voir le nombre d'enfants qui sont en dehors de l'école. Et nous avons constaté que nous avions beaucoup d'enfants en dehors de l'école. Et alors, nous nous sommes posé la question, pourquoi ces enfants ne vont pas à l'école ? On s'est rendu compte que la plupart des parents qui sont très fiers pour amener leurs enfants à l'école n'amenaient pas ces enfants à l'école pour le problème. S'il vous plaît, je parle du concept. Simplement. Et comment nous avons abordé la question. Alors, nous avons constaté que beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école parce que les parents avaient certaines difficultés financières pour amener leurs enfants à l'école. Et nous avons essayé d'éclater maintenant ce qu'on appelle généralement les frais scolaires. Les enfants qui vont à l'école, les parents, ils payent des frais scolaires. Ces frais qui sont payés à l'école, qu'est-ce qu'on en fait? Ces frais permettaient de payer parfois les salaires des enseignants, suppléer à leur salaire, prendre en charge parfois les frais de fonctionnement de ces écoles. Les rapports ont été faits au gouvernement, les rapports ont été faits au président de la République et nous avons pris l'option que nous y allions progressivement. Nous supprimons les frais scolaires, tous les frais que les enfants payent à l'école, dans les établissements publics, dans les établissements publics, dans les écoles primaires. Voilà, c'est là que nous mettons la gratuité. Et nous avons dit, étant donné la complexité de cette question, comment nous pouvons l'aborder à Kinshasa et Lubumbashi, nous avons dit, bon voilà, nous mettons Kinshasa et Lubumbashi à côté en attendant que certains préalables soient réunis pour que Kinshasa et Lubumbashi connaissent aussi la gratuité dans ces 2 grandes villes. Alors, les résultats que nous avons eus, parce que bon, si on lance la gratuité, c'est parce que nous voulons que beaucoup de nos enfants aillent à l'école. Et aujourd'hui, les données que nous avons nous renforcent dans ce que nous avons fait parce que les données, les effectifs des enfants ont augmenté d'une manière exponentielle. De 10 millions il y a quelques années, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner autour de 15 millions d'enfants au niveau primaire. Alors, quand on observe, qu'est-ce qui a fait que hier, ces enfants, ils étaient à 10, 12 millions à l'école primaire, comment ils se retrouvent aujourd'hui à 15 millions? Quand on aborde, quand on interroge cette problématique, on se rend compte que c'est grâce à la mesure de la gratuité. Pourquoi pas Kinshasa? Kinshasa, c'est aussi en République démocratique du Congo. Pourquoi pas Kinshasa et Lubumbashi? Nous avons voulu tenir à ce que Kinshasa et Lubumbashi soient attendre un tout petit peu, parce qu'à Kinshasa et à Lubumbashi, nous avions déjà quelques bons résultats qui sont recherchés par la mesure de la gratuité. C'était quoi? C'est qu'ici, à Kinshasa, peut-être vous ne le savez pas, vous avez beaucoup plus de filles à l'école que de garçons au niveau primaire. À Lubumbashi, la même chose. Mais dans ce village dont je parle, où les enfants, où il y a des mariages précoces, c'est parce que la jeune fille ne va pas à l'école. Alors, c'est cette fille-là qui a besoin de la gratuité, en attendant. Et je crois qu'aujourd'hui, les données que nous avons nous permettent de confirmer que grâce à cette mesure de la gratuité, nous avons récupéré, surtout dans les milieux ruraux, beaucoup d'enfants. Nous ne pouvons pas nous en réjouir parce que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour que nous
amenions dans nos écoles le plus de filles, le plus d'enfants à l'école. Qu'est-ce qui est gratuit? C'est ça, la gratuité. L'édition, je vous ai dit, c'est les frais scolaires. Point trait. Les frais scolaires. On ne paye pas les frais à l'école. L'enfant va, les parents font tout pour avoir les fournitures scolaires, peut-être l'uniforme et autres, c'est tout. Mais il amène son enfant, l'enfant est inscrit sans que le parent ne paye quoi que ce soit. Et ça, c'est dans les écoles publiques, des écoles primaires, dans les écoles, des établissements publics. Voilà. C'est comme ça. Et les résultats sont là. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de temps en temps, Christian, de quitter parfois Kinshasa, aller, pourquoi pas, dans le Congo central ou bien dans les Bandundu, voir, discuter avec les chefs d'établissement comment ils se fait. Parce que quand nous avons eu cette leçon magistrale du chef d'établissement, nous avons voulu confronter ça avec la population elle-même, parce qu'ils étaient là. Il y avait une maman est venue pour témoigner, pour dire oui. Nous avons vraiment un changement. Il y avait un chef d'établissement qui était là, qui a dit oui, nous avons un changement. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon voilà, étant donné que nous avons complété les 3 salles de classe, nous, parents, nous avons pris la résolution pour que nous prenions en charge les 3 enseignants supplémentaires qui sont venus parce que nous avons eu un afflux massif de nos enfants. Monsieur le ministre, j'ai bien suivi votre explication sur le concept de gratuité de l'enseignement, mais je voudrais savoir si on ne doit pas parler aujourd'hui de suppression des frais plutôt que de gratuité. Parce que je me demande, vous dites que les parents ne payent pas les frais scolaires, mais s'il y a des frais connexes qu'on lui exige de payer durant l'année scolaire, c'est que l'enseignement n'est pas gratuit en réalité. Nous donnons la définition à la gratuité. Et la définition, c'est celle-là. Elle est claire. L'enfant va à l'école sans payer les frais scolaires. Et les frais sont connus. Je vous ai dit que les frais, nous les avons éclatés. C'est là qu'il y a les Minerval, par exemple. 100 francs. 100 francs congolais. Et les 100 francs, en fait, c'est une forme de taxe, ou d'impôt plutôt. C'est une forme d'impôt, les 100 francs. Nous avons dit pour les enfants du primaire, on ne paye pas ça. Vous voyez, les enfants ne payent pas les 100 francs. De l'autre côté, nous avons dit, grâce à ces frais scolaires, on payait les salaires des enseignants. Et l'État a pris en charge les salaires des enseignants dans certaines écoles publiques. Avec ces frais scolaires, on payait les frais de fonctionnement pour permettre au chef d'établissement de payer une boîte de craie ou aménager quelque chose pour faire fonctionner au niveau de son école. Et le gouvernement a pris l'option de payer à chaque école primaire 45 000 francs. Et ces frais sont payés chaque mois. Ce qui fait que les parents ne payent rien. Il faut aller dans les milieux ruraux pour s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui arrive? J'ai donné cet exemple type de Kipushi, où alors maintenant nous avons 3 salles supplémentaires qui se sont ajoutées et les parents au niveau de leur assemblée générale ont décidé de se cotiser pour donner les frais, les salaires à ces 3 enseignants supplémentaires qui venaient d'être ajoutés au niveau de l'école parce que les effectifs avaient augmenté. Donc, c'est ça, c'est ce des cas. Vous confirmez qu'aujourd'hui, qu'en dehors des villes de Kinshasa et de Lubumbashi, sur le reste du territoire national, les parents ne payent rien. 0 francs, 0 centimes du 5 septembre jusqu'au 24 juin. Donc, durant toute l'année scolaire, ils ne payent rien. Les parents ne payent pas des frais scolaires. Oui, mais qu'est-ce qu'ils payent? Moi, je voudrais que l'on comprenne le terme gratuité, monsieur le ministre. Quand on dit gratuit, c'est gratuit. Mais quand vous dites que c'est gratuit, mais les parents ne payent pas que des frais, ça veut dire qu'ils payent autre chose. Qu'est-ce qu'ils payent, effectivement? Il faut comparer à la situation antérieure. Je vous ai dit que les frais scolaires que l'école percevait nous permettaient de payer un certain nombre, d'assurer le fonctionnement de l'école et d'assurer un certain nombre d'éléments pour faire fonctionner l'école. Parfois, en charge. S'il vous plaît, donnez-moi le temps, vous avez posé une question, donnez-moi le temps de vous donner certaines explications. Okay. Je vous dis que les frais scolaires qui étaient demandés au niveau de chaque école permettait donc de payer les bulletins de l'élève. Aujourd'hui, les bulletins sont commandés dans le budget des provinces, sont totalement pris en charge par les provinces. C'est que l'élève
qui est concerné dans les écoles publiques, concerné par la gratuité, ne paye pas son bulletin, par exemple. Je vous ai dit qu'on donne les frais de fonctionnement à l'école. Mais nous n'avons pas dit que les parents ne peuvent pas se retrouver au niveau de leur assemblée générale pour voir comment ça fonctionne. Et c'est ce que nous recommandons souvent. Alors, on peut toujours dire, quand les parents se retrouvent en assemblée générale, ils peuvent trouver dans leur école que non, voilà, maintenant que nous sommes en train, que nos enfants vont à l'école, peut-être il n'y a pas la latrine ne marche pas. Par exemple, ils peuvent se dire eux-mêmes, voilà, nous prenons soin, nous allons tout faire pour qu'on aménage les latrines de nos enfants. Ça, ils peuvent le faire, ce n'est pas exclu. Mais c'est laissé maintenant à la libre appréciation des parents. Plutôt que dans le frais, dans l'arrêté qui était signé, par exemple, par le gouverneur de province, parce que c'est les gouverneurs de province qui prennent un acte pour instituer les frais scolaires. Ils ne prennent plus ça. Mais qu'est-ce que vous faites des écoles qui ne respectent pas ces principes? Il y en a beaucoup à travers le Congo profond, des écoles qui exigent des frais supplémentaires, des frais connexes aux parents. Je suis en train de vous dire, ne regardez pas ces problèmes de gratuité avec les yeux de Kinshasa et de Lubumbashi. S'il vous plaît Thierry, moi je l'ai fait plusieurs fois. Je me retrouve plusieurs fois dans des milieux ruraux les plus reculés. Et je ne m'attends même pas à ce que les officiels en parlent. Je suis avec les parents ou surtout avec les petits-enfants. Je me retrouve avec les petits-enfants, je dis, comment? Léo Moulili Pangapi Masomo. Et ils vous donnent des réponses. Ils vous disent, non, on n'a pas payé, sauf que quand les assemblées générales se tiennent, on peut avoir des problèmes liés directement à l'école. Monsieur le ministre, Top Congo couvre, que je sache, l'ensemble du territoire national via satellite, via son application. Et ce que je vous dis vient également de certains parents. J'ai eu à organiser des émissions sur la gratuité de l'enseignement. Il y a eu des plaintes comme ça. Qu'est-ce que vous faites de ces écoles, de ces responsables d'écoles qui exigent tout de même certains frais malgré la décision du gouvernement? S'il vous plaît. Les parents ne peuvent pas vous appeler ou appeler le ministère alors qu'ils ont ces assemblées générales où ils débattent. Et le chef d'établissement n'a pas à imposer les frais. OK. Parce que les responsables qui gèrent directement ces écoles, c'est le gouverneur de province. Et c'est le gouverneur de province prend un acte. J'avais besoin de vous pour apprendre à vos téléspectateurs ou bien à vos auditeurs comment ça se passe. Les chefs d'établissement, pour qu'ils payent les frais scolaires, il doit se référer à un arrêté du gouverneur de province. Et aucun gouverneur ne fixe les frais pour la mise en œuvre de la gratuité. Mais maintenant, j'insiste, nous avons dit qu'il faut que les parents se retrouvent au niveau de l'Assemblée générale. Ce n'est pas que l'enfant, c'est comme un restant qu'on jette quelque part et puis on ne s'occupe pas de sa formation. Ils peuvent avoir les problèmes au niveau de l'école. Et là-dedans, donc, ils se retrouvent pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'il y a lieu de faire. Et je vous donne vraiment un cas d'école. C'est le cas que nous venons d'avoir au niveau de Kipushi, où un chef d'établissement nous démontre comment il a fait et quels sont les résultats et comment les parents eux-mêmes sont venus témoigner sur ce qu'il faut. Et c'est ça que nous apprécions. C'est-à-dire qu'il y ait un contact. Parce qu'au niveau de l'école, il y avait aussi ce qu'on appelait généralement les flux ascendants. C'est-à-dire, au niveau de l'école devenait un peu comme une régie financière. On prenait des ressources de l'école pour faire fonctionner certaines structures d'encadrement, la sous-division, la division, l'inspection et autres. Et tout ça, c'est prohibé maintenant. C'est prohibé. Donc, même s'ils ont un peu de ressources au niveau de l'école, c'est pour vraiment le fonctionnement de l'école même. Mami Tchela, Top Congo FM. Monsieur le ministre, je vous parle d'un cas précis, le Sud Kivu. L'année passée, il y a eu beaucoup de perturbations. La gratuité est appliquée au Sud Kivu, mais il y a eu beaucoup de problèmes parce que les écoles ont exagéré en fixant des frais. Les parents, les syndicalistes et les autres partenaires de l'éducation en ont dénombré 23. 23 frais illégaux demandés au niveau des écoles où la gratuité est appliquée. Et il y a eu menace cette année de ne pas reprendre les cours à cause justement de ces frais demandés. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui a été fait? Y a-t-il eu des sanctions à l'endroit de ces écoles qui ont demandé ces 23 frais illégaux qui ont été dénombrés dans le Sud Kivu? Oui, merci beaucoup, madame. Bon, je crois qu'il faut faire la part des choses.
il y a le problème de la gratuité. Donc les frais au niveau de l'école primaire, de la première année jusqu'en 5e année primaire. Et là, je crois que nous disons, bon, dans les frais qui sont demandés par le gouvernement, enfin l'arrêté sur la fixation des frais, partant des instructions qui sont parties du ministère, au niveau provincial, le gouverneur de province prend un arrêté, il n'y a vraiment pas de frais qui sont prévus pour l'école primaire. Mais le problème de Bukavu, c'est les frais au niveau de la 6e année primaire, mais aussi, surtout, au niveau secondaire. C'est là qu'on a eu beaucoup de problèmes. Nous avons dépêché à Bukavu une forte délégation composée des parents, les responsables du comité des parents au niveau national et les syndicalistes qui sont allés là-bas, qui ont tenu beaucoup de réunions avec toutes les composantes. Je crois qu'ils sont arrivés à préparer cette rentrée scolaire et la rentrée scolaire a eu lieu sans problème. Alors, maintenant, pas plus tard qu'hier, un mémorandum a encore été déposé par ces enseignants de Bukavu qui sont en train d'exiger que le gouvernement prenne ses responsabilités dans cette province, notamment en payant les frais de fonctionnement régulièrement. Ils disent que les 45 000 francs payés ne subviennent pas aux besoins des écoles. Qu'est-ce qui va être fait exactement ? Nous projetons, malgré la mission que nous venons d'envoyer là-bas, nous projetons une mission sur place à Bukavu. C'est un problème beaucoup plus de communication et d'explication. Je crois. C'est beaucoup plus ces problèmes-là. Et ce n'est pas la première fois. Il y a 3 ans, nous avons eu beaucoup de séances de travail avec la société civile pour leur faire comprendre quelles sont les responsabilités au niveau central, mais quelles sont les responsabilités au niveau provincial, quelles sont les responsabilités au niveau local, quelles sont les responsabilités au niveau de chaque école. Et je crois que chacun doit prendre ses responsabilités dans le sens et le bien de l'enfant. Et je crois que si on aborde cette question-là dans ce sens, il y aura une accalmie et les choses vont aller pour le bien. Il y a 26 frais scolaires qui sont demandés. Ils sont demandés par qui ? Parce qu'au niveau de chaque école, nous avons l'Assemblée générale est là, vous avez le conseil de gestion, les comités des parents. Comment ces responsables voient les chefs d'établissement en train de demander les frais sans qu'ils puissent réagir ? Il ne faut pas attendre. Ils ont réagi. Il y a plusieurs. On n'aborde pas cette question d'une manière générale. On aborde la question d'une manière limitée à l'école. Il faut voir au niveau de chaque école ce qui se passe. Mais pourquoi on ne sanctionne pas justement les écoles ? Pourquoi il n'y a pas des sanctions exemplaires dans ce secteur-là ? L'école dépend, dans la Constitution, l'école dépend de la province. Rachel Kitsita, Numérica TV. Monsieur le ministre, puisque vous avez compris qu'il y a beaucoup d'écoles qui peinent à mettre en application cette question de la gratuité de l'enseignement en fabriquant finalement des frais que les parents doivent payer, est-ce que c'est à la longue ne doivent pas finalement entamer la qualité de l'enseignement ? S'il vous plaît, j'insiste sur, excusez-moi, je vais aborder la question de la qualité, mais au niveau de la gratuité, je vous dis que c'est comme ça. Donc, aucun gouverneur de province ne prend un acte pour fixer les frais dans les écoles primaires. Aucun. Ce sont des responsables des écoles qui le font. Bon, maintenant, ce sont des responsables des écoles qui créent ces frais. Ils ne peuvent pas le faire. Je vous demande un peu de pédagogie vis-à-vis des parents aussi. Parce que je ne peux pas comprendre comment ils fixent les frais sans que je comprenne ce qu'il y a. Et si les parents subissent ces dictats des écoles, il faudrait qu'eux-mêmes se prennent en charge au niveau de leur assemblée générale. Nous l'avons toujours dit, l'école c'est un bien de la communauté, il faut que les parents s'en approprient. J'insiste sur les cas que j'ai vus à Lubumbashi, à Kipushi, c'est vraiment un cas d'école. Et nous avons vu comment il y a une communion entre les chefs d'établissement et les parents. Les chefs d'établissement nous disent ceci: j'apprends aux enfants l'alphabet. Mais si les enfants rentrent à la maison, personne ne peut suivre l'alphabet, ce n'est pas normal. Et les chefs d'établissement ont pris l'option d'apprendre aussi à la population, aux mamans qui étaient là, de l'alphabet. Et on était impressionnés de voir comment et les enfants et les parents étaient en train de réciter l'alphabet. La qualité de l'enseignement, parlons-en. On a beaucoup parlé du contenu ou du contenant. 100 000 écoles construites par an. Où en est-on ? Aujourd'hui, on est autour de 750 écoles construites ou en construction. Voilà. On est loin de l'objectif ?
Loin de l'objectif, on est déjà à 60. Je crois que si vous prenez 750 sur 1000, on est déjà à 75%. 75% de réalisation. C'est un projet, je vous assure, que, en tout cas depuis l'indépendance, on n'a jamais fait ça. C'est pour dire que c'est une manifestation, une volonté claire pour qu'on mette nos enfants dans des conditions d'apprentissage. À côté de ces écoles construites, nous avons demandé aussi aux communautés de se prendre en charge en mettant à leur disposition parfois des tôles pour que les communautés voient aussi comment ils peuvent améliorer les conditions d'apprentissage de leurs enfants qui sont nos élèves. 75% d'écoles construites, 750 sur 1000, c'était pas 100 000, vous l'avez corrigé, merci. Le contenant, c'est aussi les enseignants. Certains ne sont pas payés. On a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais les salaires pris en charge par le gouvernement, selon beaucoup d'enseignants, sont loin d'être ceux à même de prodiguer un enseignement de qualité. Oui. Le problème le salaire des enseignants nous a toujours préoccupés. Bon, nous essayons de l'aborder sous plusieurs formes. Je sais qu'il y a quelque temps, les salaires qu'ils avaient, c'était vraiment, je ne dis pas modeste, c'était vraiment dérisoire. Aujourd'hui, nous avons atteint c'est qu'ils étaient en train, je crois que depuis un certain temps, vous n'entendez plus parler de Mboudi, parce que le gouvernement fait un effort pour atteindre ne fût-ce que le premier palier de Mboudi à un certain niveau. Ça c'est clair, ça a été fait. Et les efforts du gouvernement, c'est rendre ça aussi régulier. Aujourd'hui, à partir du 14-15, en tout cas, les salaires sont déjà déployés à travers l'ensemble du pays. Et ça sont des efforts qui sont beaucoup appréciés par les syndicalistes, par nos amis enseignants. Bon, c'est vrai. Et nous avons dit on ne peut pas réduire les statuts ou les conditions de l'enseignant au seul salaire. C'est vraiment le réduire. C'est pourquoi nous, ici, nous avons lancé une mutuelle de santé des enseignants pour prendre en charge les soins de santé des enseignants. Nous avons commencé à Kinshasa, Lubumbashi, Mbandaka et l'extension continue. Je crois qu'avec ça nous permet d'améliorer quelque peu, d'ajouter sur leur salaire et de prendre en charge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les enseignants, surtout pour ceux de la ville de Kinshasa, ils sont totalement pris en charge une fois qu'ils tombent malades, pour eux-mêmes, pour leurs conjoints et au minimum 3 de leurs enfants. La faiblesse des salaires des enseignants a-t-elle... 3 enfants plutôt, oui. La faiblesse des salaires des enseignants a-t-elle complètement effacé cette fameuse prime d'intéressement de l'enseignant payée par les parents ? Non, parce que le salaire, il n'y a pas à le cacher, le salaire, il est modeste. Il est modeste, c'est vrai. Alors, nous l'abordons sous cet aspect-là. Nous l'abordons sous l'aspect, et je vous ai dit, en mettant en place, par exemple, la mutuelle de santé, c'est comme un supplément qu'on mettait sur leur salaire. Et nous sommes en train d'envisager d'autres mécanismes qui peuvent permettre à l'enseignant de se retrouver. Et les efforts sont en train d'être entrepris. Mais au moins, ce salaire est devenu régulier. Et quand vous allez parfois dans des milieux ruraux, ce sont des exemples que nous avons connus, par exemple à l'Équateur, je veux parler d'un cas de Bomongo, le salaire est devenu tellement régulier qu'aujourd'hui, les meilleures habitations, ce sont les habitations des enseignants. Ils se coalisent pour qu'on dit, par exemple, chez moi, nous prenons en charge la construction de telles maisons. Donc, ils arrivent eux-mêmes au niveau de la base de s'organiser parce qu'aujourd'hui, les salaires est devenu réguliers et ça, ils en sont très contents. Et nous avons réduit sensiblement aussi les délais que nous mettions souvent pour payer les salaires. On allait parfois jusqu'à 3 mois. Et aujourd'hui, je crois que nous avons sensiblement réduit ces temps pour permettre à nos enseignants d'avoir leur salaire et en entièreté grâce à la bancarisation aussi. Paulette Kimuntu. Monsieur Maker Mongou, c'est vrai que vous parlez de la modicité des salaires, la régularité, mais moi la question que je me pose, qui est enseignant à Kinshasa ? Qui est enseignant ? Qui devient enseignant ? Est-ce que vous contrôlez la qualité de l'enseignant ? Parce que c'est à travers l'enseignant que l'on transmet le savoir. Et on voit souvent quand il y a proclamation des examens d'État, c'est vrai que là, on vous jette des fleurs, c'est assez rapide, mais quand on poste des fois des vidéos de ces enfants, les fautes de français sont tellement
grands, sont tels, je ne sais même pas comment m'exprimer, on se demande qu'est-ce qu'on enseigne en RDC. Est-ce que vous contrôlez qui enseigne à Kinshasa? Qui devient enseignant? Est-ce que l'enseignement devient un fourre-tout comme le journalisme, comme on dit, il y a des moutons noirs aussi dans l'enseignement? Oui, vous avez raison. Les salaires, il faut tout faire pour que la fonction enseignante soit attrayante. Car si elle est attrayante... C'est vraiment plus du tout aujourd'hui, hein, M. Makamankou. C'est ça, c'est ce que je dis. Il faut tout faire pour que la fonction enseignante soit attrayante. Elle deviendra attrayante par nos regards aussi. Nous tous, nous devons tout faire pour que nous donnions un statut particulier, que nous voyons l'enseignant tel que nous le voulons. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit notre enfant pendant une année, qui entre, qui ne sait ni lire ni écrire, qui sort sachant lire et écrire. Nous devons beaucoup de respect vis-à-vis de ces gens. Mais maintenant, étant donné ce que nous avons connu comme l'histoire, son statut, son privilège n'ont fait que baisser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup d'enseignants, parfois sous-qualifiés. Mais il y a beaucoup de pays qui ont connu ça dans leur histoire. Alors, nous nous retrouvons devant un cas comme ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous lançons des réformes en ce qui concerne la formation initiale. C'est-à-dire, nous devons, surtout pour les élèves du primaire, nous devons améliorer nos humanités pédagogiques. Et la réforme a démarré pour améliorer nos humanités pédagogiques. C'est là que nous devons tirer en principe les élèves, les enseignants du primaire. Et au niveau secondaire, nous sommes en contact avec l'enseignement supérieur pour avoir au niveau des ISP, l'amélioration du programme en tenant compte de ce que nous donnons cours, ce que nous avons comme leçon, ce que nous avons comme programme au niveau secondaire. Je crois que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ça, c'est au niveau de la formation, ce que nous appelons initiale, la formation que l'enfant a au niveau de nos écoles. Mais on s'est dit, ça, on pourra avoir les résultats d'ici 5-10 ans. Mais en attendant, on s'est dit, on prend l'enseignant tel qu'il est dans sa salle de classe. Il faut l'accompagner par une formation continue. Vous faites des formations pour ces enseignants? Oui. Nous faisons maintenant des formations pour ces enseignants. Je vous ai dit qu'à partir de cette année, nous sommes en train d'améliorer, de construire, avec les concours de nos partenaires à travers la République, des centres de ressources. Et ces centres de ressources vont être des relais. Nous avons un serveur ici avec des modules que nous produisons nous allons utiliser les technologies de l'information et des communications. Les enseignants vont, dans certains coins, notamment à l'Équateur et ailleurs, ils vont se retrouver parfois avec des iPads où nous avons déjà mis des modules avec les bonnes pratiques qu'ils doivent utiliser pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et ça, on commence cette année. Ça, c'est au niveau de la formation continue. Et ces centres de formation, nous les avons à travers la République. Nous les avons ici. Nous avons à Lubumbashi. Nous en avons dans la province... les deux, le nord et le sud Kivu, à Kisangani et ailleurs. Ce que nous demandons à nos partenaires ou à nos collaborateurs en province, c'est de surutiliser ces centres de formation. Par rapport au programme, Monsieur le ministre, est-ce que nous avons un seul programme aujourd'hui en République démocratique du Congo? S'il vous plaît, revenons à votre question, au fait que, quand on publie les résultats des examens d'État, on se moque. Mais BNT aussi ceux qui parlent très bien. Parce que soit vous tirez vers les hauts, soit vous tirez vers les bas, ou vous tirez vers les hauts. Prenez les bons. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons une réunion assez... elle n'était pas facile pour moi à Bruxelles avec la communauté wallonne qui n'acceptait même pas nos diplômes. Et aujourd'hui, ils acceptent ça. Ce n'est pas par un miracle. Nous leur avons dit, venez au Congo. C'était pour nous une autre forme d'évaluation sur la qualité. Nous leur avons dit, venez à Kinshasa. Voyez ce qui se passe. Venez au Congo, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez évaluer nos programmes, et vous allez évaluer le fonctionnement de nos écoles et vous allez voir si nous sommes dans les bons ou pas. Ils sont venus, ils ont évalué, ils sont rentrés et j'ai reçu un courrier très important du gouvernement de la Wallonie qui nous dit, dorénavant, équivalence établie. C'est une bonne chose. Ils ne l'ont pas fait pour ça.
de gaieté de cœur, ils l'ont fait parce qu'ils sont en train de voir l'amélioration aussi Par de la rapport qualité. au programme, monsieur le ministre, est-ce que nous avons un seul programme? Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais au banc de l'école, nous avons le même manuel partout. Lycée Motema-Mpiko, Kimwenza, Bosangani, tout ça, on avait les mêmes manuels, même aux écoles privées. Catholiques. Ouais. Voilà. Oui, chez nous, les catholiques, c'était comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, je me demande si les manuels, ce sont les mêmes partout dans les écoles. Bon, les écoles privées manuels... sont-ils peut-être mieux lotis que les publics aujourd'hui? Le Congo a une particularité sur laquelle, madame, je voudrais vraiment vous dire, et c'est une force. C'est une force. Et c'est grâce à ça. Et j'ai toujours, chaque fois quand j'y pense, je dis merci à une personne, Père Ekwa. C'est lui qui, depuis 60, dans les années 60, avait prévu que le programme national doit être une propriété du gouvernement. Et aujourd'hui, à travers toute la République, nous avons un seul programme. Un seul programme. Avec beaucoup de détails. Maintenant, vous allez parfois dans certaines écoles, les manuels maintenant, tous les manuels qui sont utilisés dans nos écoles sont des manuels agréés. Nous avons une structure au niveau du ministère, une structure technique qui agrée les manuels. Et maintenant, vous pouvez voir telle école qui met l'accent sur tel aspect plutôt que sur tel autre. Mais à notre niveau, au moins les dénominateurs communs, c'est que nous avons un seul programme. Et ça, c'est une force pour le Congo, ça fait l'unité du pays. C'est ce qui fait que même quand le pays était plus ou moins morcelé, c'était difficile. C'est toujours Kinshasa qui commandait les programmes ailleurs. Et ces gens, au niveau de l'éducation, on a réussi à faire l'unité du pays grâce au fait que nous avons un seul programme. Et ça a été imaginé par quelqu'un, Père Ekwa, qui est mort il y a quelque temps, pour qui vraiment j'ai beaucoup de respect. Thierry Kambundi. Monsieur le ministre, moi je voudrais revenir sur la question de Christian Lusakon en rapport avec le projet PIRS. C'est comme ça qu'on l'a appelé. PRIS. 1000 écoles par an. Programme de reconstruction, de réhabilitation des infrastructures scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une cartographie de ces 700 ou 750 écoles? Parce que nous avons essayé de faire un petit tour, mener une petite enquête. On se rend compte que certaines provinces ont plus d'écoles construites ou réhabilitées que d'autres. Je vous cite le Maniema, je vous cite l'ex-province du Katanga par rapport au Kasaï, par exemple. Il y a plus d'écoles construites là-bas qu'ailleurs. Pourquoi? Non, c'est pas. Nous avons une cartographie. Je pensais que quand vous parliez, je crois que vous alliez citer le Kivu, surtout le Sud Kivu. Le Kivu. Voilà. Ouais. Je croyais que vous alliez citer le Sud Kivu. J'ai cité le Maniema. Non. Et je l'ai comparé au Kasaï oriental. Non. Et nous avons des données pour le Kasaï, le nombre d'écoles que nous avons construites au Kasaï oriental. Dans sa configuration, dans son ancienne configuration, c'est au-delà de Maniema. Non. Moi, je pensais que vous alliez citer le Sud Kivu. Pourquoi? Non, s'il vous plaît, Thierry. Pourquoi le Sud Kivu? Parce que ces écoles sont construites par les agences locales d'exécution. Et nous avons compris qu'au niveau de cette province, le Sud Kivu, les agences, les ONG sont très dynamiques. Et chaque fois, quand il y a certains coins de la République où nous sommes encore à la première phase de construction des écoles, parce que nous avions commencé avec 500, et puis on a ajouté une deuxième phase de 500. Il y a certaines provinces qui n'ont même pas encore fini la première phase, parce qu'on n'a pas senti une appropriation au niveau de ces provinces. Et parfois, c'est un problème d'accès. Vous avez certains coins de la République, pour amener les matériaux de construction, ça c'est compliqué. Parce que l'instruction que nous avons reçue du président de la République, c'est que toutes ces écoles répondent aux mêmes normes. On ne peut pas avoir des normes différentes. Si on construit une école à Lukolela, elle doit être conforme à l'école qui est construite à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un suivi derrière, oui, il y a tout un dispositif de suivi. Je peux vous donner les photos de toutes les écoles construites ou en construction à travers toute la République. Et c'est prêt. Parce que nous avons ce que nous avons appelé des ingénieurs à pied d'œuvre qui sont à travers la République et qui peuvent nous envoyer à tout moment les photos pour nous donner. Et nous y sommes équipés. Ils sont équipés avec des photos, en fait des appareils pour prendre les photos. Et ils peuvent nous envoyer ces photos, en tout cas en temps réel. Et nous suivons. Okay. Nous suivons et ce n'est pas
je crois que nous évoluons de ces côtés-là très très bien. Je vais vous donner un exemple. Le Fonds social de la RDC section Kassa orientale a été dans l'actualité il y a 4 ans. En 2012, on avait arrêté des gens qui avaient détourné des fonds destinés justement à la réhabilitation des écoles là-bas. En 2012, on les a présentés ici à Kinshasa. Ils avaient détourné des centaines de milliers de dollars. Où en est ce dossier, si vraiment vous suivez c'est un peu particulier. Vous parlez du programme de reconstruction, de réhabilitation des infrastructures scolaires, qui est un projet financé totalement par le Trésor public, par le gouvernement. Là, vous parlez du Fonds social. Le Fonds social, c'est un autre projet qui bénéficie parfois de l'appui de la Banque mondiale. Voilà, donc ça fait quand même deux problèmes différents. Bien sûr, tout ce qui concerne l'école nous intéresse. Et là, nous suivons ce qui se passe. Bon, on attend. Ce sont les entrepreneurs qui ont pris l'argent du Trésor public ou de nos partenaires, même si c'est de nos partenaires, c'est toujours le Trésor public, ils doivent fournir un effort. Au niveau provincial, on doit tout faire. Comme ça, on va parler des enseignants. Moi, je voudrais parler des inspecteurs de votre ministère. Est-ce que vous les suivez? Est-ce qu'ils font véritablement leur travail de contrôle permanent? Est-ce qu'ils vont dans les écoles, les inspecteurs de l'enseignement? En tout cas, on a donné suffisamment d'équipements à ces inspecteurs pour qu'ils aillent dans les écoles et nous notons le nombre de fréquentations dans ces différentes écoles. C'est vrai que ça change d'une province à une autre. C'est parfois lié au leadership d'un inspecteur principal, comment il met sa mayonnaise en place. Ça dépend d'une province à une autre. Mais au moins, nous les suivons. Ce sont des gens qui dépendent directement de l'inspection générale, de l'inspecteur général. Ils font leur travail avec beaucoup de difficultés. Parce que il faut que pour visiter certains coins de la République, c'est pas facile, étant donné parfois les difficultés parfois certaines difficultés de transport. À Kinshasa, ils sont là, effectivement. L'année passée, nous avons fait une enquête. Nous nous sommes déployés, nous tous, à travers toute la République et nous avons constaté effectivement qu'il y avait des lacunes de ces côtés-là. Nous avons instruit l'inspecteur général pour qu'il modifie. L'inspection est là pour assurer les contrôles, assurer la formation des enseignants et aussi procéder à l'évaluation de notre système éducatif. Rachel Kitsita. Monsieur le ministre, on vous appelle Maker Mwangu 100%. 120%. 100% parce que pour certains élèves, pour certains parents, avec Maker Mwangu, c'est plus facile d'obtenir un diplôme d'État. Ça devient finalement un jeu d'enfant. Aller en 6e, même quand on ne sait pas écrire. Ça, monsieur le ministre, ça doit vous empêcher de dormir. Au contraire, vous dites que vous faites un excellent travail, alors qu'on dit que Maker Mwangu distribue des diplômes gratuitement aux élèves, aux finalistes. Oui, madame, je crois que c'est criminel que vous me disiez ça. Ouais. Ce n'est pas criminel fort. Parce que vous suivez. C'est trop fort. Parce que je ne peux pas distribuer des diplômes. Ce n'est pas possible. Je vais les distribuer comment? Il les mérite, tous ces élèves qui terminent, tous ces finalistes? Je ne peux pas distribuer les diplômes. Et vous, c'est une vision, je dirais même un peu tronquée que vous avez. Pourquoi je l'ai dit? Madame, nous avons fait ces 5 ans, Christian vient de le dire dans son introduction. 50e anniversaire de l'examen d'État cette année. Sur 50 ans, nous avons évalué tous les diplômes que nous avons donnés au Congo. 8 millions de diplômes. Et 8 millions de candidats que nous avons reçus. Sur les 8 millions de candidats, nous n'avons que 4 millions et quelques réussites qui ont eu leur diplôme d'État. Ça fait 50%. Personne ne peut se réjouir de donner des diplômes à 50%. Donc le taux de réussite autour de 50%, je ne peux pas me réjouir de ça. Et quand vous voyez les résultats, même pour cette année, les résultats tournent, ce n'est même pas 60%, nous tournons autour de 50-55%. Je ne peux pas m'en réjouir. Les taux de réussite, si j'ai réussi, ça doit être autour de 80%. C'est ça. Là, vous dites, non, vous avez donné cours à quelqu'un, il a compris, il a bien répondu à votre question. Mais 50%, le problème à Kinshasa, c'est quoi? Le problème à Kinshasa, c'est que nous avons pris l'option. Kinshasa, à lui seul, il a 1/6 de candidats à l'examen d'État. Sur les 600 000, j'ai plus ou moins 120 000 à Kinshasa. Et sur les 120 000, c'est comme des gens qui sortent du stade. Ils vont dans tous les sens. Je publie ces résultats au même moment. Et leurs parents, et leurs membres de famille, ils sortent, ils crient, ils sont contents. Et les gens ont l'impression que c'est tout le monde qui a réussi. Mais
Je suis tout le temps menacé. Ils sont venus même à mon bureau. Ceux qui ont échoué, c'est 50% qui ont échoué, madame. Et qui viennent nous menacer pour dire, mais pourquoi nous n'avons pas réussi? Alors, vous ne pouvez pas dire qu'on distribue. Non, on ne peut pas. C'est en tant que responsable, s'il vous plaît, madame, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas. Et ces diplômes, ces corrections, nous les faisons d'une manière anonyme. Nous ne savons même pas. Moi, j'ai des personnels, j'ai des gens à la maison qui ont échoué. Étonnés, ils se rendent compte que je reviens. J'ai dit, non, maman, vous avez échoué. Alors, comment je vais distribuer des diplômes? Mais je crois que la première personne à qui je distribuerai ces diplômes, madame, serait ne fût-ce que celui qui vit chez moi. J'ai un membre de ma famille, ma jeune sœur, qui a échoué et qui a même arrêté de poursuivre ses études, qui a échoué. J'aurais pu lui donner des diplômes. Alors, quand vous dites que je distribue, c'est quand même trop fort. D'une manière ou d'une autre, dans tout système, on peut avoir un raté. Alors, ces ratés, vous prenez, vous amplifiez et vous concluez. Non, il y a de très, très bons éléments. Moi, j'ai beaucoup. C'est l'université qui permet de faire le. S'il vous plaît, je suis en contact avec beaucoup de recteurs d'université, qui se rendent compte que petit à petit, ça s'améliore. Ça s'améliore. Ils sont contents. Beaucoup sont contents et ils sont en train de voir comment les choses sont en train de s'améliorer. Nous, notre problème, c'est publier, mettre à la disposition des parents, de ces candidats, les résultats à temps. C'est ça notre priorité. Et nous les mettons à temps d'une manière anonyme. Je vais terminer pour Kinshasa, parce que j'ai fait le constat à Kinshasa. Beaucoup de reportages, monsieur le ministre. Vous êtes le ministre qui a battu finalement le record des ministres de l'EPSP en République démocratique du Congo depuis 1960. 9 ans déjà depuis que vous êtes ministre. Les écoles naissent comme des champignons à travers la capitale. Pourquoi laissez-vous... Très bon mot, madame. Pourquoi laissez-vous... Oui, ça veut dire que ça pousse à tout. Vous vous réveillez le matin, c'est comme des églises finalement. Les écoles deviennent comme des églises, comme des bars, comme des bistrots, comme des restaurants et des petits marchés. Tout le monde peut créer une école à Kinshasa. C'est le constat finalement qu'on fait. Combien d'écoles avez-vous déjà fermées et combien en comptez-vous fermer dans les jours à venir? Madame, le problème de l'école, je vous ai dit, il faut lire la Constitution, il faut lire la loi pour dire que l'école est décentralisée. C'est au niveau de la province. Nous avons, de temps en temps, nous menons certaines actions sporadiques. Nous descendons, nous faisons nos enquêtes nous-mêmes à notre niveau et on soumet nos conclusions à la province. L'année passée, je crois on doit avoir supprimé une centaine d'écoles comme ça. La norme universelle sur un enseignant par salle de classe, en principe, on doit avoir plus ou moins 25 élèves. C'est ça le minimum, la norme universelle. Mais au niveau de l'UNESCO, on accepte qu'on aille jusqu'à 50 élèves par salle de classe. Alors aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo, notre taux d'occupation des salles de classe est de 39-40. C'est que nous sommes encore loin de la norme universelle qui nous pousse vers 25, qui ramène le nombre d'enfants par salle de classe à 25. C'est ainsi que, parfois, ce n'est pas qu'on peut accepter l'agrément de ces écoles en désordre, mais il faut favoriser la création des écoles au niveau de l'État, comme au niveau des privés qui sont des partenaires, pour que petit à petit, qu'on atteigne cet objectif de 25 élèves par école en moyenne. Mami Tchela, Top Congo FM. Le cinquantenaire de l'examen d'État, monsieur le ministre, a été marqué par la contestation des résultats des autodidactes de Kinshasa qui ont organisé plusieurs manifestations. On ne vous a pas entendu vous exprimer publiquement là-dessus. Que s'est-il passé? L'ouverture des malles d'items dans le Sankourou, les questionnaires ont fuité et puis finalement, examen annulé. Y a-t-il eu des sanctions? Que sont devenus tous ceux-là qui ont manifesté devant l'inspection, devant votre cabinet? Oui, enfin, pour ceux, les autodidactes, vous voyez, ça s'est effrité. Parce que nous avons pris juste un petit noyau. Nous, quand nous publions les résultats, nous sommes en mesure de donner les cotes par élève. Nous avons 600 000 élèves, mais avec la technologie, on est en mesure de dire, chers amis, les premiers jours, vous aviez eu telle cote. Et nous pouvons vous donner la copie. Je l'ai fait une fois.
Une fois, j'ai reçu à mon cabinet des mamans assez fortes qui sont venues crier parce que leurs enfants n'avaient pas eu des points suffisants. Ils s'attendaient à ce que les enfants aient 60, 70 et autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ces mamans de venir avec leurs enfants. Ils sont venus dans mon bureau. J'ai tiré les copies de tous ces enfants et j'ai donné aux mamans ainsi que leurs enfants. Et nous avons dit, bon, on corrige ensemble. On a corrigé, les enfants, les mamans sont sorties de mon bureau sans commentaire. Et au contraire, ils sont allés s'en prendre à leur chef d'établissement parce qu'ils ont constaté que nous étions dans les vrais. Notre problème, c'est permettre à ce que les enfants étudient et ils étudient, ils échouent. Nous ne sommes pas là pour sanctionner. Alors, avec ces autodidactes, nous les avons reçus et nous avons procédé de la même manière. Monsieur le ministre, qualité de l'enseignement rime également avec conditions des enseignants. On en a plus de 100 000 qui ne sont pas payés aujourd'hui à travers le pays. Ceux qui sont payés par Caritas rencontrent des difficultés. Il y a des convois de salaires attaqués. Ces enseignants-là ne sont toujours pas rentrés dans leurs droits. Finalement, qu'est-ce qui est fait pour que les non-payés soient payés? Vous privilégiez plus ceux du primaire et pas ceux du secondaire. Qu'est-ce qui se passe dans la gestion des non-payés? Oui, enfin, on fait des efforts. On fait des efforts. On ne peut pas aller vers la gratuité si au niveau primaire, on ne paye pas tous les enseignants du primaire. C'est pourquoi on met beaucoup plus l'accent sur les enseignants du primaire. Parce que c'est ceux-là qui doivent être payés pour que la gratuité soit dans toutes les écoles. Combien vous en avez déjà récupéré depuis que vous êtes en fonction des non-payés qui sont régularisés? En tout cas, quand nous sommes, depuis 2007, nous avons trouvé 220 000 enseignants payés. Et quand vous prenez à la création de ces COP en 1985, ça vous fait plus ou moins plus de 20 ans. À ce moment-là, il n'y avait que 180 000 enseignants. Donc, pendant près de 20 ans, on a fourni les efforts pour payer juste 40 000 enseignants. Mais ne pensez-vous pas que les 100 000 vont constituer un handicap majeur pour votre quinquennat? 220 000 en 2007. Aujourd'hui, on se retrouve autour de 400 000. Donc, nous avons fourni beaucoup d'efforts pour prendre en charge beaucoup d'enseignants du primaire. Il en reste encore. Nos statistiques nous prouvent que nous avons autour de 43 000 enseignants du primaire qui nous restent, que nous devons payer. Et nous fournissons des efforts. Je crois que d'ici là, nous allons trouver des ressources pour qu'on paye au niveau primaire. Maintenant, quand vous allez au secondaire, c'est vrai que le nombre est assez important. Nous essayons de voir, une fois que la communauté, nous avons des ressources, ça va nous permettre de payer, de prendre en charge ces enseignants du secondaire aussi. Mais ces enseignants démotivés ne constituent-ils pas un handicap pour le quinquennat de qualité que vous lancez? Ils sont démotivés, ils ne reçoivent que la petite prime de l'école, ils ne reçoivent aucun salaire de l'État. Bon, c'est un handicap. Mais l'handicap peut être aussi un défi. Et donc, il faut fournir des efforts pour voir dans quelle mesure cet enseignant qui n'est pas payé, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on trouve une solution. Et c'est là que nous mettons l'accent sur la gestion de l'école, au niveau de chaque école, avec les comités de gestion, les conseils de gestion, où il y a les parents, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enseignants soient pris en charge? Je vais vous donner un autre problème qui se pose, c'est des convois des salaires attaqués, surtout dans la partie Est. Il y a comme ça des enseignants de Lubero, de Butembo, qui ne sont pas payés. Les salaires ont été volés par des membres de groupes armés. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore été payés. Est-ce qu'ils peuvent espérer recevoir leur salaire? Oui, ce n'est pas le seul cas, vous savez. Ils seront payés, c'est vrai. Nous sommes beaucoup dérangés par ça. Et les trésors publics, avec ceux qui assurent la paye, parfois ils sont obligés de payer sortir deux fois les salaires. C'est quand même très très lourd pour les trésors publics et ce n'est pas bon. Donc nous demandons à ce que tout le monde soit conscient que le salaire des enseignants, c'est un salaire, ça doit être sacré. Il faut qu'il arrive pour lui permettre de donner cours, d'être disponible pour sa salle de classe. Merci Paulette Kimuntu, merci Thierry Kambundi, merci à Rachel Kitsita et merci à Mami Tchela d'avoir été avec nous pour cette émission. Monsieur le ministre, merci à vous. On a commencé par la politique, on va terminer par la politique de l'enseignement. Tout le monde ne sera pas ministre. On a parlé de la gratuité, on a parlé de la qualité de l'enseignement. Parlons de l'utilité de l'enseignement. Est-ce que les Congolais que l'enseignement national forme
sont-ils les Congolais dont la RDC a besoin? C'est une problématique assez importante, c'est une question essentielle qui concerne toute la communauté. Et nous, c'est vrai que c'est à nous de donner les éléments nécessaires. Nous sommes en train de lancer une réforme. Moi, je crois, personnellement, que c'est une des grandes réformes que nous lançons maintenant au niveau du secteur. Nous sommes en train de réformer les mathématiques. Nous réformons les mathématiques. Là, j'ai reçu une délégation pour que nous réformions avec le professeur Elikiam Bokolo, qu'on voit comment nous pouvons modifier aussi les cours d'histoire. Nous sommes en train de réformer, je vous ai dit tout à l'heure, les humanités pédagogiques. Je crois que ce sont des choses, si ces réformes sont vraiment mises en œuvre, comme nous le faisons avec des moyens modestes, je crois que les gens vont commencer à avoir les réponses. Parce que pour que les Congolais soient en mesure de répondre aux attentes du Congo. Et nous avons constaté que nous avons parfois certaines faiblesses. Je comprends, quand on voit l'histoire, on se rend compte qu'en 1960, quand nous avons eu l'indépendance, nous n'avions pas beaucoup de responsables au niveau de l'administration. Les Blancs devaient du jour au lendemain partir. Et nous avons fait notre système éducatif pour avoir beaucoup plus d'administratifs. Et il y a quelque chose qui nous a manqué peut-être pour voir comment nous pouvons avoir des gens qui sont responsables, qui peuvent créer après leur formation leurs propres entreprises. Et là, nous sommes en train de voir comment nous pouvons mettre dans nos écoles l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative, l'esprit de leadership parfois. Pour nous permettre de résoudre demain après-demain, c'est un problème qui se pose à notre société parce que nous sommes dans une phase de la compétition. En tout cas, celui qui n'avance pas recule. Et vous reculez, donc vous n'êtes pas à même de répondre aux préoccupations de notre société, c'est pas bon. Merci à Top Congo Vidéo, Mika Lusala et Didi Binsika. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec votre magazine, ce sera la semaine prochaine. Rediffusion dimanche 19h30. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.